Bonsoir, c'est la deuxième des 3 grandes soirées de débat que nous vous proposons sur France 3 Côte d'Azur en partenariat avec France Bleu, puisque vous pouvez nous regarder mais également nous écouter sur France Bleu Azur. Deuxième soirée donc et 2 débats. Tout à l'heure, Nathalie Layani vous proposera un débat sur la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Le sortant est Rassemblement National, c'est Brian Masson. Et nous, on va commencer par la première circonscription des Alpes-Maritimes. Avant de vous présenter nos invités, on va se remettre un petit peu les idées en place. On va voir une carte de la circonscription. La première, c'est une circonscription qu'on dit niçoise. On l'appelle souvent la circonscription du port de Nice. Alors c'est exact, parce qu'il y a le port à l'intérieur, mais il y a d'autres quartiers. Ça va jusqu'au Liseron. Côté est, il y a le quartier de Notre-Dame, une partie du boulevard Gambetta, le Vieux-Nice, entre autres. Voilà pour la circonscription. Les invités maintenant qui sont sur notre plateau et que je remercie d'être venus ce soir. Greg Monetti, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous faites partie donc Ensemble pour la République, c'est la majorité présidentielle, et à titre personnel, vous êtes du parti Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Olivier Salerno, bonsoir. Vous êtes candidat pour le nouveau Front Populaire et à titre personnel, vous êtes membre de La France Insoumise. Et Virgile Vanier-Guérin, bonsoir. Vous êtes candidat investi par les Républicains. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas très bien, nous non plus d'ailleurs. Vous êtes un peu la surprise de ce scrutin. On va en parler, on va essayer de vous présenter et de mieux vous connaître à travers ce débat. Alors, je vous précise, et c'est important, qu'il y a d'autres candidats dans cette circonscription, que vous connaissez bien. C'est Éric Ciotti, candidat député sortant, LR, soutenu par le Rassemblement national. 4 autres candidats, Alain Langouette pour Lutte ouvrière, Jean-Claude Waïd-Spar, c'est un candidat régionaliste, Lala Chama Benmoulès, c'est Nouvelle Écologie au centre, et Maxime Bovis, qui est un candidat d'hiver droite. Alors je précise, là aussi c'est très important que nous avions invité Éric Ciotti, donc le député sortant. Éric Ciotti, sous les feux de l'actualité depuis plusieurs jours. Éric Ciotti a décliné notre invitation, mais nous avons décidé de maintenir ce débat quand même. Et je vais commencer par ça. Pour une raison très simple, je vais vous poser la même question à tous les 3. Il y a beaucoup de débats dans les régions de France qui sont organisés. Beaucoup n'ont pas pu l'être parce que le candidat sortant, souvent RN, mais pas uniquement, n'a pas voulu participer au débat. Quel est votre regard sur ce qui peut constituer un problème démocratique? Greg Monetti. Sur le plan démocratique, vous l'avez très bien dit, Monsieur Migou, je trouve que c'est honteux, lâche, absurde. Vous êtes député sortant, vous vous devez de rendre des comptes. Cela me semble être la moindre des choses. À ce titre, d'ailleurs, j'ai prévu une petite surprise parce que, comme j'étais très mal à l'aise de faire ce débat sans Monsieur Ciotti, comprenez, je voulais tout simplement le convoquer quelques instants pour montrer à chacune et à chacun la honte qu'il représente à ne pas venir parler de vous, à ne pas venir parler de vos problèmes, à ne pas venir proposer de solutions, à ne pas faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de réponses aient aujourd'hui un débat contradictoire démocratique. J'entends la colère, elle est légitime, et je leur propose une mesure immédiate et concrète. Si vous voulez que ça change, demandez-lui de partir et commencez par changer de député. Alors, ça, c'est votre avis. On ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais je vous demande quand même à chacun votre avis. Olivier Salerno, qu'est-ce que vous pensez de ce... j'ai dit, ça peut constituer effectivement un problème démocratique. Bien sûr que c'est un problème démocratique. Éviter le débat, c'est un problème démocratique par définition. Après, en écoutant de plus en plus Jordan Bardella, Éric Ciotti, on a l'impression qu'ils s'y croient déjà. Je pense qu'il y a une certaine confiance, trop de confiance. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, il y a un enjeu énorme, celui de voir l'extrême droite au gouvernement, avec un gouvernement mené par Jordan Bardella en tant que Premier ministre et Éric Ciotti en tant que ministre de l'Intérieur, avec en cohabitation Emmanuel Macron, qu'on ne présente plus, en président de la République. Ce scénario-là, c'est un cauchemar. Donc, nous, on prend notre responsabilité à gauche, avec différents partis de gauche. On a créé le nouveau Front Populaire, justement pour créer une dynamique et stopper ça absolument, pour faire barrage au Rassemblement national, aux idées ultralibérales et aux idées racistes. Voilà, on va développer tout ça. Virgile Vanier-Guérin. Oui, écoutez, je partage l'avis de mes collègues. Éric Ciotti, effectivement, je pense, a le RN honteux. Il ne se sent plus à l'aise parmi nous, sauf excepté quand il va au meeting du MEDEF, où là, il a aucune honte à pouvoir soutenir le programme du Rassemblement national, celui-même qu'il trouvait mortifère quelques jours avant.
Donc je pense que tout est dit à son propos. Et il a quand même réussi une chose mémorable. Il a réussi à tous nous unir, toute la classe politique française, sous cette honte. Sous cette honte, tout simplement. Alors un mot, Greg Monetti, juste une précision avant de passer à la suite. On fait beaucoup de débats politiques ici sur France 3 Côte d'Azur. C'est souvent tentant pour le sortant de ne pas venir au débat de premier tour. J'ai en mémoire certains débats de municipales à Nice. Est-ce que vous assurez ici que le sortant doit absolument venir dans les débats de premier tour? Absolument. Ça me semblait la moindre des choses, de surcroît dans le contexte que nous connaissons. Aujourd'hui, nous voyons bien cette défiance qui est en train de s'installer entre nos concitoyens et les responsables publics. Plus que jamais, nous devons aller à leur rencontre, échanger sur leurs problématiques, organiser un contradictoire. Et je vous remercie d'avoir maintenu ce débat. Parce que le vote qui va se tenir dimanche, il n'est pas anecdotique, il est décisif. Vous devez faire le choix entre deux extrêmes et le progressisme. Comprenez que cette période est tout à fait particulière. J'ai bien compris, Greg Monetti. Je vous pose cette question juste pour reprendre date. Il y aura une municipale en 2026. Christian Estrosi a déjà dit qu'il était candidat. Vous pensez qu'il viendra à un débat de premier tour? Je le pense très fortement, bien sûr. Merci, ça va rester dans nos archives. Vos archives. Ouais, voilà. Première partie, donc, qu'on va consacrer à la nouvelle donne politique. C'est la première partie de ce débat. On va la commencer par un rappel. Ce sont les résultats de 2022. Le premier tour de la législative de 2022, c'était il y a 2 ans, c'était il n'y a pas très longtemps. On va rappeler donc le premier tour. Éric Ciotti était arrivé en tête avec un peu plus de 31%. Greg Monetti, puisque vous étiez déjà candidat, vous étiez deuxième avec 25,9%. Anne-Laure Chintron était troisième, c'est votre suppléante. Olivier Salerno, avec 20%, elle était troisième. Et Muriel Vitetti, qui était candidate du Rassemblement national, avait fait 13%. On rappelle le deuxième tour. Le deuxième tour, Éric Ciotti l'avait emporté avec 56% contre Greg Monetti avec 43%. Greg Monetti, nouvelle donne politique. Il s'est passé énormément de choses depuis plusieurs jours. On dirait que ce débat de la première circonscription est le même que celui d'il y a 2 ans. Or non, il s'est passé en 10 jours un tremblement de terre, un séisme politique. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? D'abord, les Français ont voulu exprimer un message qui est très clair. C'est celui du scrutin des élections européennes. Ils sont en colère, ils veulent qu'on les entende. Et je veux tout de suite dire les choses sans vraiment me détourner. Et je ne suis pas venu faire des excuses ou trouver des excuses plutôt, pour être plus exact. Leur colère, elle est entendue, la remise en question est faite. Et je crois qu'aujourd'hui est venu le temps d'un nouveau chapitre. À faire de la politique différemment, à aller plus vite sur certaines problématiques, à entendre ses préoccupations. Et je suis venu ce soir faire des propositions concrètes, forte et, je le crois, attendue pour toutes celles et tous ceux qui ont exprimé cette colère. Le président de la République a dit environ 15 fois qu'il allait changer de politique, notamment au moment des Gilets jaunes. Est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce que c'est toujours crédible? Moi, je crois que c'est toujours crédible. Le président de la République est le président de la République. Vous avez compris qu'en cette élection, nous étions amenés à choisir un député, que c'était aussi une élection locale et que l'enjeu, en réalité, était de choisir le bon porte-parole pour la première circonscription de Nice. Celui qui parlera le mieux des problèmes des Niçois, de leurs préoccupations, de leurs envies, de leurs besoins, qui fera des propositions et qui les représentera. Je crois que ça fera du bien avec de la dignité. Olivier Salerno, donc il y a eu la constitution dans cette nouvelle donne politique d'un nouveau front populaire. C'est plus ce qu'on appelait la NUPES, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui, avec un petit peu de recul, parce qu'on commence à avoir un peu de recul quand même, un électeur par exemple de centre-gauche qui ne voudrait pas voter la France insoumise, c'est-à-dire qui ne voudrait pas voter pour vous. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que je lui dis? Bon, la gauche, et d'ailleurs c'est historique, a toujours pris ses responsabilités devant le risque majeur de l'ascension de l'extrême droite au pouvoir. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on s'appelle le nouveau Front populaire, parce que nous, on s'inscrit dans les pas de ce qui s'est fait en 1936. En 1936, en Europe, il y avait 2 solutions. Il y avait la France qui a choisi le Front populaire, et puis il y avait l'Italie, l'Allemagne qui ont choisi le fascisme ou le nazisme. Donc nous, on s'inscrit dans cette tradition-là. Pour ça, les alliances, elles se font avec les forces de gauche en présence. Et la diversité, elle est intéressante, elle est importante. Il y a 5 partis de gauche principaux dans ce nouveau Front populaire. On a Place Publique, on a la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Communiste. Là-dedans, évidemment, il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui sont plus discrets. Tout le monde travaille les dossiers. Je pense que c'est quelque chose qui est reconnu. C'est que la plupart des personnalités qui sont issues de ces formations travaillent les dossiers, sont sérieux et sont capables d'éditer et de produire un programme correct et reconnu. Donc moi, ce que je dis à un électeur, d'ailleurs, un électeur de centre-gauche,
un électeur d'extrême gauche, un électeur de gauche classique, en fait, là-dedans, on a un programme équilibré, surtout qu'il y a un rempart très efficace contre l'ascension de l'extrême droite au pouvoir avec Bardella-Ciotti. Il ne faut pas hésiter. À un moment, quand il faut prendre ses responsabilités, les partis de gauche ont pris leurs responsabilités. Maintenant, aux électeurs de prendre la leur aussi et de se déplacer pour aller voter. Virgile Vannier-Guérin, alors j'ai dit en présentant ce débat, on ne vous connaît pas beaucoup, moi je ne vous connais pas beaucoup, les téléspectateurs ne vous connaissent pas beaucoup, on prend quelques minutes pour savoir mieux qui vous êtes. Alors, vous dites que vous vous êtes engagé après la décision d'Éric Ciotti de faire un accord avec le Rassemblement national. Il y a eu pas forcément des rumeurs, mais des accusations. Des accusations, voilà. Il a été dit que vous étiez envoyé par Christian Estrosi et que vous étiez membre du parti Horizon. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement aujourd'hui ce qu'il en est? Alors, je le répète, comme j'ai pu l'évoquer à l'occasion d'un communiqué de presse, je ne suis nullement téléguidé par qui que ce soit. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin de personne pour guider mes pas et aller vers ce en quoi je crois. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la défection de notre député sortant Éric Ciotti pour aller vers l'extrême droite, je me devais en tant que citoyen, puisqu'aujourd'hui je suis quand même quelqu'un qui n'est pas habitué de l'environnement politique, je me devais d'avoir cette action citoyenne pour représenter et pour continuer à donner la parole et surtout pour ne pas travestir les voix du parti Les Républicains sur la première circo de Nice. Vous confirmez qu'avant le 9 juin, avant les européennes, vous n'aviez pas la carte des Républicains? Non, et j'ai aucun problème à le dire en fait. Bien souvent, et c'est ce qui compose l'ensemble des Français. Tout le monde a un avis en politique, mais on ne prend pas, entre guillemets, activement, en payant une cotisation, son engagement dans un parti. On peut avoir des idées de droite ou de gauche sans devoir payer une carte. Alors effectivement, dès l'instant que j'ai envoyé cet email et que j'ai reçu le go du Conseil national d'investiture du parti Les Républicains, forcément, il faut peut-être que je prenne ma carte, voilà, en toute simplicité. Vous avez pris votre carte des Républicains, vous avez l'investiture des Républicains, tout à fait. Et vous venez de la société civile. Je disais, on va essayer de mieux vous connaître. Vous êtes chef d'entreprise, c'est ça? Alors, j'ai été chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'à l'aube de mes 44 ans, je pense que je peux m'adresser correctement à l'ensemble des électeurs de la première circo, dans la mesure où j'ai été étudiant, ouvrier, salarié licencié, entrepreneur, cadre dirigeant, président d'association, et j'en passe, propriétaire également. Là où je veux en venir, c'est que je me devais de faire cette action citoyenne pour redonner et pour surtout donner l'occasion à des gens qui n'osent pas faire le pas, qui n'osent pas s'investir en politique, de le faire, tout simplement. Alors, on verra si c'est entendu. Avant de passer à la deuxième partie, qui est une partie très importante sur les programmes. Bon, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on parle de cette nouvelle donne politique, donc on a à peu près compris, en tout cas, je l'espère. Je vous pose une question directe à tous les trois. Greg Monetti, si il y avait un second tour dans cette circonscription, RN-LFI, est-ce que vous, si vous n'étiez pas au second tour par exemple, ou ailleurs dans d'autres circonscriptions de France, s'il y avait des second tours RN-LFI, est-ce que vous penchez vers ce qui se dit en ce moment, c'est-à-dire que la majorité présidentielle pourrait prôner le nini? C'est pas du tout, je vous le dis M. Migaud avec beaucoup de sincérité, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et je pense que d'ailleurs, penser à cette question, c'est déjà se mettre dans une situation dite de défaite ou d'échec. Non, mais la question, elle peut être plus générale, elle n'est pas forcément sur votre cas personnel. Mais vous me la posez à moi. Et je vous réponds avec ma subjectivité. Ma subjectivité, c'est qu'aujourd'hui, je suis déterminé à gagner cette élection, à devenir le député de la première circonscription. Je le dis en respect avec mes contradicteurs, voilà. Mais ma détermination est totale. Le combat que je suis en train de mener, il n'est pas simple, il n'est pas facile. Avant la candidature de mon collègue, j'étais le seul au milieu d'une équation avec l'extrême gauche, l'extrême droite et moi avec les valeurs du progressisme. Donc vous voyez aujourd'hui que j'ai vraiment pensé à des équations de report de voix ou de renoncement. Le moment venu, selon la situation, je prendrai évidemment mes responsabilités. Mais aujourd'hui, ma seule obsession, ma seule envie, ma seule détermination, c'est d'être le porte-parole de toutes les électrices et de tous les électeurs de la première circonscription. Même question, Olivier Salerno. Enfin, c'est pas tout à fait la même. Mais si il devait y avoir un second tour entre le RN, et la majorité présidentielle, ou entre le RN et les Républicains, est-ce que vous feriez un choix? Alors déjà, je vais répondre sur cette histoire de second tour. Quand on regarde
les analyses des résultats des différents scrutins, et notamment des européennes, quand on fait le cumul des voix de gauche, on est la deuxième force politique derrière le Rassemblement national. Donc, ce qui correspond au sondage actuel d'ailleurs. Là, on est quasiment à touche-touche dans le dernier sondage Cluster 17, où le RN était à 30,5 et nous à 30. Ce qui veut dire par là que il faut absolument dire à nos électeurs que le second tour est possible et la victoire est possible, et que c'est en se mobilisant et en se déplaçant aux urnes et en faisant des procurations qu'on y arrivera. On l'a déjà fait. Et on l'a vu sur les précédents scrutins. Pour répondre à votre question, je m'inscris dans tout ce que mon organisation politique a toujours fait. Pas une voix à l'extrême droite. Ça revient au discours de responsabilité que je vous ai donné la dernière fois. Second tour avec un candidat face à un autre candidat du Rassemblement national. Jamais, pas une voix à l'extrême droite. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Virgile Vannier-Guérin, s'il y avait par exemple un second tour RN-LFI? Écoutez, effectivement, la question ne se pose pas encore aujourd'hui, en fait, puisque moi, je ne peux pas croire de ne pas être présent au second tour. Alors, je m'explique, même si effectivement, je suis novice, je ne peux pas croire qu'en ayant été investi aussi massivement au premier tour par les électeurs fidèles du Parti Les Républicains, en la personne d'Éric Ciotti, il ne reporte pas les voix sur moi, tout simplement, puisque je suis toujours celui qui représente les vraies valeurs républicaines distribuées par le Parti Les Républicains, et j'ose pas du tout imaginer que cet électorat puisse aller dans le sens d'Éric Ciotti en se disant raciste, xénophobe, antisémite et autres qualificatifs dégoûtants. Donc pour moi, à ce jour, je serai bien présent au second tour. Alors, vous avez rappelé, Olivier Salerno, les européennes. On va voir les résultats des européennes une fois qu'on les transpose dans la circonscription, dans la première circonscription des Alpes-Maritimes. Le Rassemblement national arrive en tête avec près de 30%. Renaissance est deuxième avec 13%. Place publique 11%. Troisième. LFI quatrième pratiquement au même niveau avec 11%. Les Républicains font 9%. Et Reconquête fait 9%. Vous remarquez qu'on fait 22%, donc. Voilà. Alors, également, si on additionne le RN et Reconquête, ça fait à peu près 39%. Je précise donc aussi, pour que les gens aient un ordre de grandeur, le RN fait 30% dans la première. Il y a des circonscriptions où il est plus haut. Dans la 5e, par exemple, il est à 40. Du côté de Menton, dans la 4e, il est encore plus haut. Et au niveau moyen, dans les Alpes-Maritimes, le RN est à 37. Est-ce que ce sont deux scrutins transposables? Est-ce qu'on peut faire un calcul mathématique? Ou est-ce que ce sont deux scrutins totalement différents, Greg Monetti? C'est curieux la façon dont vous avez, je le respecte évidemment, mais présenté les choses. Il n'y a qu'en politique, finalement, que ça se passe ainsi. On se focalise sur le match d'avant, sans considérer qu'il y a un match après. C'est totalement l'antagonisme des valeurs du sport, par exemple. Je crois que les élections européennes sont les élections européennes. Elles ont eu lieu. Les scrutins, vous les avez évidemment présentés. Cette élection n'a ni le même objet, ni le même objectif, ni la même situation et le même contexte. Et aujourd'hui, vous savez, il y a, je crois, une devise qui doit être entendue. Avant une élection, après une élection, il y a ce qu'on appelle une élection. Avec sa part de femmes et d'hommes, d'émotions, de sentiments, de programmes, de propositions. La campagne que chacune et chacun aura menée, et force est de constater qu'aujourd'hui, certains s'économisent, d'autres sont plus sur le terrain, certains débattent, d'autres se cachent, et que je crois que tous ces éléments mis bout à bout peuvent montrer qu'aujourd'hui, cette élection ne ressemble certainement pas à celle des européennes, que la France, d'ailleurs, d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle du mois de mai ou du mois d'avril, et qu'en conséquence de quoi, nous sommes dans un moment décisif. Et ce moment décisif appellera, j'en suis certain, à un bouleversement démocratique. Mon attitude, là-dedans, c'est d'aller évidemment proposer le rassemblement, le dépassement de toutes celles et de tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans la France insoumise proposée par M. Salerno, dans toutes celles, tous ceux qui ne se retrouveront pas dans l'extrême droite et qui ne voudront pas dormir dans le lit de Mme Le Pen, comme ne l'aura même pas proposé M. Ciotti et l'aura indignement imposé. Et donc aujourd'hui, si l'on ne peut pas être d'accord sur tous les sujets, je considère que nous serons très nombreux à pouvoir se retrouver sur les valeurs. Même question, Olivier Salerno, sur cet aspect mathématique. Vous avez l'impression de faire cette somme mathématique à partir des européennes. Greg Monetti vous dit que ce n'est pas transposable. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est jamais transposable de façon mathématique, de façon aussi nette. Maintenant, il faut regarder les choses dans leur dynamique. Depuis 2012, la gauche de rupture progresse. Qu'est-ce que c'est la gauche de rupture? C'est une gauche qui marche sur ses deux jambes, la jambe sociale et la jambe écologique. Avec une justice fiscale qui fait que les gros vont payer gros et les petits vont payer petits. Quand on regarde bien, vous me parlez justement d'addition, des voix et tout ça, depuis 2012, 2017,
2022 et 2024 avec les européennes, cette gauche-là, qui est en rupture avec justement le fait de pouvoir gérer avec les inégalités et l'injustice sociale, cette gauche-là, elle s'impose. C'est en ça que moi, je fais des additions. Bien sûr, on ne va pas additionner les voix les unes après les autres. Et il y a des nuances et des subtilités. Par contre, ce que je vois, c'est que dans le paysage niçois, et particulièrement sur nos circonscriptions à l'intérieur de la ville, la gauche progresse à chaque fois. On n'a jamais régressé. Éric Ciotti, par exemple, perd des voix depuis qu'il a commencé à se présenter aux élections législatives. Nous, à chaque fois qu'on propose un candidat, on gagne des voix, notamment la dernière fois en 2022 quand M. Enzo Giusti s'est hissé au second tour sur la 3e circonscription des Alpes-Maritimes et quand ma suppléante Anne-Laure Chintron, qui était titulaire la dernière fois sur cette circonscription, a réussi à faire un résultat particulièrement honorable avec les 20%. Donc moi, c'est ça que je regarde. C'est cette dynamique-là, cette gauche qui est proposée. Maintenant, dans le cadre d'une gauche beaucoup plus unie, avec un programme particulièrement ambitieux. Et donc, je m'inscris dans cette dynamique. C'est ça qui me fait dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, on passe à la deuxième partie de cette émission, c'est les programmes. Alors, on va rentrer dans les choses concrètes. Je résume. On a l'impression que dans toute la campagne là qu'on entend, il y a deux choses. Il y a un vote qu'on appelle un peu un vote de responsabilité, c'est-à-dire on promet des choses qu'on peut tenir. Et puis, il y a aussi une part de conviction. Greg Monetti, vous êtes un peu le tenant du... Alors, je ne sais pas si vous allez le prendre, comment vous allez le prendre, le tenant du vote de responsabilité, c'est-à-dire la majorité présidentielle promet un certain nombre de choses dont elle dit qu'elles sont finançables et qu'elles sont tenables. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Comme vous l'avez évoqué, avec responsabilité, justement. Cela oblige. Je crois qu'aujourd'hui, la situation, encore une fois, appelle à beaucoup de raisons, beaucoup de gestion, beaucoup d'expérience. Je vous dis ça parce qu'Emmanuel Macron a dit on est dans un monde de fous. Est-ce que vous, en parlant des programmes d'en face, est-ce que vous confirmez ça ? J'ai souscrit à 250%. À moi l'honneur alors, mais vous avez d'un côté un programme, et je sais qu'on en débattra avec beaucoup de vivacité, qui est celui de la France Insoumise, qui vient porter entre 250 et 300 milliards de nouvelles mesures vis-à-vis d'un budget de l'État existant aujourd'hui qui est de 350 milliards d'euros. Donc j'ai toujours pas compris comment allait se faire le début de la réalisation de la promesse, où très franchement on va continuer encore d'assurer une forme de pression de haute intensité sur la fiscalité des Françaises et des Français avec leurs 14 nouvelles tranches d'imposition, et certains Français qui vont tout de suite devoir payer plus d'impôts dans le pays où nous payons déjà le plus d'impôts au monde. Et donc cela, je considère que c'est une folie, et qu'aujourd'hui la façon dont la bourse clôture à la baisse tous les jours, dont les prêts bancaires, que ce soit pour les banques centrales comme de particuliers, vont commencer à augmenter, la façon dont l'argent se décollecte pour les placements des Françaises et des Français est très préoccupant. Le risque de banqueroute et de dépôt de bilan est une réalité et un vrai risque. Et puis de l'autre côté, vous avez l'extrême droite qui ne se fait que se contredire chaque jour, avec une première version, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons appris hier soir que finalement on allait devoir travailler plus longtemps que la propre réforme qui était déjà promulguée, puisque ce que je comprends lorsque vous avez 24 ans, c'est que vous pourrez partir à la retraite à 66 ans, avec des incohérences de genre absolument catastrophiques. Je pense à cette mesure indigne et hideuse concernant les binationaux. Et aujourd'hui, je crois que la France doit baisser ses dépenses, revoir son fonctionnement, tout en maintenant quelques investissements très stratégiques. Mais la priorité absolue, je le dis sans détour, c'est de ne surtout pas augmenter les impôts et de revaloriser l'ensemble des pensions de nos seniors retraités. Ce sera la première mesure que je garantirai si j'obtiens la victoire le 7 juillet. Olivier Salerno, donc là vous avez, il faut que vous répondiez parce que le programme a été attaqué directement. Je vous laisse répondre. Donc moi je vais vous confirmer, il y a certains Français qui vont payer plus d'impôts, effectivement. Et c'est les 8% des Français les plus riches qui vont payer plus d'impôts. Alors déjà, on rétablit la loi, on va stopper l'évasion fiscale en embauchant massivement des contrôleurs fiscaux. Ça, c'est le premier truc. Et ce n'est que justice, vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. L'évasion fiscale, c'est une honte. C'est vraiment c'est pas du patriotisme économique, comme on dit. Deuxièmement, on va taxer les super profits et on va rétablir l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais M. Monetti, tout à l'heure, parlait des 14 tranches. Mais moi, j'assume totalement ces 14 tranches. Aujourd'hui, il y a 5 tranches d'impôts. Ce qui fait que tout l'effort est concentré sur les classes moyennes. Avec 14 tranches, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le petit slogan « les petits payent petits et les gros payent gros », ça veut dire que sous 4 000 € net par personne, on ne paye pas plus d'impôts, voire on en paye moins. Par contre, progressivement,
plus on se rapproche des grandes fortunes, et notamment des 8% les plus riches en France, on va payer plus d'impôts. Et les 1% des plus riches paieront encore davantage d'impôts, et les 0,1% des plus riches paieront encore plus d'impôts. Je fais une précision. Monsieur, à côté de moi, vous aviez dit que vous étiez gérant d'entreprise. Oui. Par exemple, je l'ai été. Les TPE-PME, pour moi, je ne fais pas l'amalgame avec Bernard Arnault. Pour moi, une personne qui a une petite entreprise, j'en ai dans ma famille, je pense à ma belle-sœur par exemple, elle tient une petite entreprise, je vois bien comment est-ce que c'est difficile. Je connais des auto-entrepreneurs autour de moi qui ont donc leur activité. Proportionnellement, ces gens-là payent beaucoup plus d'impôts que les grandes entreprises du CAC 40. Là, il y a une réelle injustice qu'il va falloir gommer. Et je tiens à préciser que notre fameux programme économique qui est irréalisable a été validé par 300 économistes et pas des moindres, vu que dans ces économistes-là, on a Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie. On a Thomas Piketty, qu'on connaît bien, qui passe à France Inter régulièrement pour pouvoir donner ses analyses économiques. On a Michael Zemmour, qui a été quelqu'un de formidable pour nous expliquer comment est-ce que la loi retraite d'Emmanuel Macron était une catastrophe, et il l'a prouvé. Donc on a un programme sérieux, avec notamment Éric Coquerel, monsieur Finance à l'Assemblée nationale, qui fait partie de mon organisation politique. Oui, c'est dire, c'est un des députés à l'Assemblée nationale qui fait l'unanimité. Attendez, je finis ma phrase. C'est un des députés à l'Assemblée nationale qui fait l'unanimité par rapport à son sérieux, toutes tendances confondues. Ça, c'est quelque chose qui a été reconnu. Donc, je pense que ce programme, qui met les recettes et les dépenses à l'équilibre, non seulement c'est un programme de justice fiscale, où tout le monde va payer sa part, c'est ça qui est important. On est dans un pays où il y a écrit sur le fronton de toutes nos écoles « liberté, égalité, fraternité ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Égalité dans la fraternité, ce qui veut dire que tout le monde paye sa part. Il n'y a aucune raison que quand on est petit, on ne paye pas un tout petit peu, mais dans le même sens, il n'y a aucune raison que quand on est très gros, on ne paye pas la part que l'on doit payer. Monsieur Salerno, vraiment, et avec beaucoup de franchise, je veux juste vous poser une question parce que je veux être sûr de bien comprendre. Vous avez évoqué les petites entreprises, ceux qui ont une petite masse salariale, qui essaient de se développer, pour qui c'est pas facile. Une de vos propositions phares, c'est l'augmentation systématique du SMIC. Parce que j'ai bien compris qu'avec vous, tout le monde allait payer plus, mais enfin, c'est pas vous qui allez payer. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces personnes qui, demain, vont se retrouver dans des difficultés financières extrêmement difficiles parce que vous leur aurez imposé de payer davantage de salaire, davantage de cotisations sociales? Et deuxième question, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, gagnent 1 600 € et qui vont devenir des smicards? Alors, plusieurs choses. Déjà, je l'ai expliqué il y a 2 secondes. Quand on est une petite entreprise et qu'on paye en proportion beaucoup plus d'impôts que les très grosses entreprises du CAC 40, déjà, le programme économique va rétablir la balance. Donc, les petites entreprises TPE, PME et auto-entrepreneurs dont on vient de parler vont payer moins d'impôts. Donc, la fiscalité va être... Ah, eux, ils payent moins d'impôts. Bien sûr. Quand on est une petite entreprise et qu'on galère, comme vous venez de l'expliquer, la justice fiscale veut qu'on va payer moins d'impôts. Par contre, les très grandes entreprises, elles vont payer beaucoup plus. Je reviens sur le SMIC à 1 600 €. Je trouve ça quand même assez affolant. On est sur un SMIC actuel qui oscille autour de 1 400 € net. Là, aujourd'hui, on propose une augmentation de 200 €. On parle d'augmentation de gens de 200 €. On pinaille, on nous dit que c'est irréalisable. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron augmente les inégalités. Jamais il y a eu autant de richesses accumulées qui ne servent à rien dans ce pays. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Les plus pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Les Français moyens galèrent de plus en plus et ont de plus en plus de mal, notamment à se loger, à envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est votre bilan. Et je suis bien désolé, mais la justice fiscale permet de rétablir une égalité, une équité dans ce pays. Greg Monetti va vous répondre. Parce que je ne veux pas oublier monsieur Vannier-Guérin. J'ai beaucoup de respect pour le débat républicain, moi je laisse parler, il n'y a pas de problème. Chacun expose ses idées avec grand plaisir. Vous avez un temps de parole qui vous j'ai quelque chose à dire également. Expliquez-nous un petit peu. On a un peu de mal aujourd'hui à saisir quel est le programme des Républicains qui se dissout un petit peu d'un côté à droite, un petit peu d'un côté à gauche. Aujourd'hui, quelle est votre ligne économique? Déjà, j'ai envie de rétablir une vérité. Je pense que mon collègue Greg Monetti n'a pas le monopole en fait du vote responsable à travers les partis qu'il soutient, c'est-à-dire celui d'Horizon et de Renaissance. De Renaissance. Ceux qui sont appelés à voter pour le Parti Les Républicains feraient également un vote responsable. Voilà, ça c'est une première chose.
puisque de toutes les façons, si Emmanuel Macron avait vraiment été au top, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il faut quand même nuancer ceci. Par rapport au programme économique, de toute façon, il est très clair. Hein. C'est-à-dire que sur le budget, la France elle a besoin d'un choc de baisse des dépenses publiques. Clairement. On a un déficit qui s'accroît de jour en jour, à peu près à 150 milliards d'euros aujourd'hui, soit plus de 20 milliards que l'objectif qui avait été fixé initialement. Il y a un poids des dépenses publiques à hauteur de 58% du PIB, une dette qui explose à hauteur de 3100 milliards d'euros, c'est des chiffres complètement colossaux, une charge de la dette qui sera bientôt le premier poste de dépenses au sein du budget de l'État. Plus dernièrement une dégradation de notre note par rapport à la dette publique française, alors qu'apparemment Emmanuel Macron est décrié comme étant un très grand financier. Donc la priorité, c'est la restauration des comptes publics ? Exactement, et surtout, alors moi en tout cas, par rapport à la première circo, la priorité, c'est surtout de redonner du pouvoir d'achat en fait aux électeurs. Ça c'est un fait, mais effectivement, si on en est là ce soir, et ce pourquoi tout l'électorat sur sa globalité penche soit d'un côté, soit de l'autre, c'est qu'il y a vraiment une crise économique. Ça, c'est sûr. Greg Monetti, je voulais vous poser une question. On est dans la première circonscription, on est à Nice. Il n'y a pas très longtemps, Christian Estrosi a annoncé une hausse d'impôts en expliquant que si on voulait maintenir un très haut niveau de service public, c'était le sacrifice à payer et que ce n'était pas forcément un crime, entre guillemets. La hausse d'impôts, ce n'est pas forcément un tabou. Où est-ce que ça l'est pour vous ? Visiblement, ce n'est pas un tabou, puisque vous venez de l'évoquer très, très, très tranquillement. Mais je crois que la démonstration a été faite par le maire de Nice. Si vous voulez assurer un haut niveau de service public, une transformation profonde de votre ville, assurer des équipements qualitatifs, oui, de temps en temps, il peut y avoir une hausse d'impôts, mais qui est à relativiser. En l'occurrence, c'est une hausse de la taxe foncière qui reviendra au même niveau que ce qu'elle était en 2008. Il ne faut pas non plus dramatiser. Moi, je ne suis pas là pour jouer sur la peur de chacune et de chacun. Le sujet que j'évoque avec beaucoup d'urgence, c'est l'impôt sur le revenu. Et je pense que l'impôt sur le revenu ne doit pas bouger d'un centime. Et lorsque l'on aura mis en place un système, j'ai envie de dire, d'austérité pour faire des efforts, il va falloir derrière peut-être même le baisser. Mais si vous le voulez, j'ai aussi d'autres propositions qui sont très pertinentes et intéressantes. Je considère qu'aujourd'hui, le logement doit être une priorité pour nombreuses de nos concitoyens sur la partie de la première circonscription. Mettre en place tout simplement la suppression des droits notariales lorsque vous accédez, en primo-accédant, à l'achat d'un bien qui est à maxima à 250 000 euros est une bonne nouvelle et va permettre de générer une façon de vivre agréable pour beaucoup qui ont du mal à accéder au logement. Ça, c'est ce qui a été annoncé récemment par le Premier ministre. Et je ministre, trouve que c'est une très bonne mesure. Aller plus loin sur la législation concernant Airbnb et interdire dans certains quartiers la mise en place de ce système. Et je pense au Vieux-Nice notamment, où les Niçoises et les Niçois n'en peuvent plus, sont épuisés et sont contrariés. C'est une bonne mesure. Rompre avec la mesure et la loi SRU sur laquelle aujourd'hui on nous impose une philosophie globale qui n'a ni queue ni tête venant de l'État et qui est très très déconnectée de nos besoins pour donner la compétence à la collectivité territoriale, les financements, la souplesse d'agir pour proposer du logement social, notamment pour les actifs ou ceux qui ont besoin d'un logement d'urgence. Je pense aux femmes qui vivent des graves dangers, je pense à certains qui sont dans des situations ponctuelles de précarité. Ça, c'est transformant pour la première circonscription des Alpes-Maritimes. Je peux vous parler de sécurité parce que ce sujet, nous ne pouvons pas l'ignorer. Il est évoqué à chaque coin de rue aujourd'hui. Comment on fait pour réinstaller une police qui est forte, qui est sécuritaire en recrutant de nombreux gendarmes, de nouveaux policiers municipaux, nationaux? Comment on fait pour réarmer notre armée qui aujourd'hui, en matière de conflit international de haute intensité, a des munitions pour tenir 5 jours? Vous voyez le besoin aujourd'hui de refaire du régalien, la priorité absolue, tout simplement, de la politique publique. Et je ne vous parle pas de la justice, où l'on n'en peut plus de voir des voyous arrêtés lundi et boire le café dans nos rues mardi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les Françaises et les Français expriment. Ça n'empêche pas le progressisme, ça n'empêche pas la transition écologique, la culture, le système social, le vivre ensemble. Mais il faut prendre, je crois, toute la mesure de ce besoin. Il est exprimé et je l'entends. Quand vous parlez de voyous arrêtés qu'on retrouve le mardi, est-ce que vous assumez une droitisation de votre discours? Non, mais moi, vous savez, je veux être porte-parole. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui m'exprime un besoin et une envie, non, vous vous trompez. De surcroît, lorsque cet avis est majoritaire. C'est aussi ce que je voulais dire au début de votre interview, lorsque je disais qu'on avait pris toute la mesure du besoin et de ce que souhaitaient les Françaises et les Français. C'est ça mon engagement, de porter les solutions concrètes
pour apporter tout simplement des réponses aux interrogations, des solutions aux problèmes. Alors, il se trouve que ça tombe bien, vous venez d'évoquer un certain nombre de thèmes de la circonscription. Vous avez parlé de logement. Vous êtes tous les trois assez intéressés par ce thème. Olivier Salerno, quand récemment Manon Aubry, qui était tête de liste pour les élections européennes, était venue à Nice, elle avait visité des logements sociaux. Oui, alors, je voudrais que vous débattiez un petit peu là-dessus. C'est un thème qui est propre à la circonscription. Quelles sont vos propositions à la matière, Olivier Salerno ? On a beaucoup de propositions. Je viens d'entendre M. Monetti qui dit qu'il va y avoir une légère taxe d'habitation et parler même d'austérité. Une hausse, légère hausse. Je dis baisse ? Non, vous avez dit légère taxe d'habitation, légère hausse de la taxe d'habitation. Et au demeurant, mais le président de la République a supprimé la taxe d'habitation, c'est en l'occurrence la taxe foncière. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien sur les classes moyennes que va se réporter l'effort. Donc notre programme à nous, l'effort, on le demande aux personnes les plus fortunées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que vous venez de dire, vous venez de parler de sécurité, vous venez de parler de logement qui était d'un gros problème de logement à Nice, c'est votre bilan. C'est le bilan de M. Estrosi, c'est le bilan des équipes dans lesquelles vous travaillez. Moi, sur le droit au logement, j'ai énormément de propositions à faire. Vous nous parlez d'encadrement du Airbnb. L'encadrement du Airbnb, la loi existe. Par contre, elle n'est pas appliquée. Il y a 3500 annonces Airbnb. Il n'y a qu'à aller sur la plateforme, on regarde ça. Il y a 3500 annonces Airbnb à Nice qui sont illégales, pourtant elles existent. Ce qui veut dire que la loi existe, mais il n'y a pas de volonté politique pour faire appliquer la loi. Ce qui veut dire qu'il y a une tension très forte. Aujourd'hui, les personnes qui continuent à pouvoir vivre dans le Vieux-Nice, c'est dramatique parce qu'ils n'ont plus de voisins. Dans les copropriétés, il n'y a plus de voisins. Il n'y a que des touristes qui viennent avec 2-3 jours, avec les problèmes que ça engendre. Ça, c'est une première chose. Donc cette tension du Airbnb fait augmenter les loyers. Donc on ne peut plus vivre ni en centre-ville, ni dans le Vieux-Nice avec l'augmentation des loyers. Et la mairie de Nice se refuse d'encadrer les loyers, comme c'est possible de le faire à Paris, à Bordeaux ou à Strasbourg. Je finis là-dessus parce que c'est important. Les deux points que je viens de vous dire n'ont aucun sens si on ne fait pas appliquer la fameuse loi SRU que vous trouvez inapplicable. En attendant, qu'est-ce que c'est que cette loi SRU ? On impose à chaque ville 25% de logements sociaux. On a un manque criant de logements sociaux à Nice. On n'en a que 14. Une ville qui comporte 21% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui n'a que 14% de logements sociaux, c'est criminel. Moi, je vais vous dire, je finis là-dessus, en tant que militant, on fait souvent du porte-à-porte. On va souvent dans les endroits, dans les HLM. Dans les HLM, à chaque fois qu'on sonne à une porte, on nous ouvre, mais souvent on ne nous ouvre pas. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas nous ouvrir, c'est que le logement n'est pas habité. Et pourquoi il n'est pas habité ? Parce qu'il n'est pas habitable. Ce qui veut dire que les gens qui vivent en HLM payent des charges pour pouvoir aller là où on a été avec Manon Aubry la dernière fois. Et les offices HLM ne font pas les travaux pour rénover le logement. Donc on a une grave crise de logement complète sur la ville de Nice, qui fait que les gens ne peuvent plus habiter dans leur propre ville. Vous allez répondre à tout ça, Greg Monetti. Avant, juste un mot, Virgile Vannier-Guérin, puisque vous êtes nouveau, hein, alors vous découvrez pas la circonscription, mais vous découvrez le monde politique et les électeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez en ce moment ? C'est de la colère, qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr, il y a de la colère, puisqu'en fait, je rencontre quand même une multitude de personnalités différentes, puisque c'est un petit peu, on va dire, la qualité aussi de cette première circo, c'est-à-dire qu'on y retrouve vraiment tout un panel de gens normaux et différents par rapport à leur accession au logement, par rapport à leur économie, par rapport un petit peu à tout ce qui aujourd'hui nous importe. Par rapport au logement, moi ce que je peux savoir, c'est qu'effectivement je suis d'avis à ce qu'on puisse adapter la loi SRU selon les communes, puisque vous êtes d'accord avec moi, en France, selon que vous êtes en bordure méditerranéenne ou en campagne ou à la montagne, forcément ce ne sont pas les mêmes contraintes en fait. Aujourd'hui, ce que je peux constater sur la ville de Nice, c'est qu'elle est aussi bien attractive à juste titre pour les habitants et les autochtones, mais aussi pour les touristes qui viennent alimenter l'économie locale. Donc là, on est dans une sorte d'horizontalité, une verticalité, c'est-à-dire qu'on doit en fait, au lieu de ménager une problématique, nous en avons deux. Donc forcément, ces touristes qui viennent alimenter l'économie locale tout au long de l'année font monter aussi effectivement les prix, achètent, louent, forcément rend indisponibles des logements qu'on pourrait éventuellement transformer en logements sociaux. Donc moi je suis partisan pour complètement
revoir le SRU selon les caractéristiques de la commune, en fait. Aujourd'hui, alors je suis pas là pour faire on va dire pour donner des raisons à la mairie de Nice de pas être en adéquation avec le taux que la SRU impose, mais ce que j'ai pu comprendre et attester, c'est que si aujourd'hui la ville de Nice était à 25% du taux de logements sociaux, mais ça voudrait dire que on devrait bétonner et on devrait faire ça pendant 17 ans pour ne construire que des logements sociaux. Mais non, parce que la ville n'applique pas son droit de préemption sur le centre-ville, par exemple. C'est-à-dire que quand il y a des grands... C'est factuellement faux. Mais écoutez, les autres... Mais non, mais c'est factuellement faux. Pas factuellement c'est factuellement faux. Je vais vous donner un exemple. Tout le Vieux-Nice a été préempté il y a 35-40 ans avec Jacques Médecin, et c'est ainsi que d'un coupe-gorge, c'est devenu un quartier niçois. Combien de logements sociaux... C'est factuellement faux. Tout l'hypercentre en dessous de la gare, la rue Paganini, la rue d'Angleterre, a été préempté en cours d'époque, évidemment, pour changer le quartier. Je peux vous en parler. J'ai ouvert la première épicerie sociale et solidaire étudiante au 9 rue Alsace-Lorraine. C'était une préemption de la ville de Nice. Monsieur, combien de logements sociaux dans le... Je vous le dis juste, c'est factuellement faux. Mais combien de logements sociaux dans le Vieux-Nice? Qu'est-ce qu'on voit? Vieux-Nice, centre-ville. Des gros projets immobiliers et notamment des projets avec des hôtels de luxe. C'est-à-dire que c'est jamais possible quand c'est pour les gros projets, quand c'est pour les projets luxueux. Olivier Par contre, Salerno. l'attention se reporte sur les périphéries. Moi, j'habite quartier Saint-Roch. Quartier Saint-Roch, il n'y a que des constructions. Ça construit de partout. Il n'y a pas une dent creuse quartier Saint-Roch sans qu'il y ait une construction qui vient. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas les services publics qui suivent. En tant que parent d'élève, par exemple, on n'arrête pas de demander la construction de nouvelles écoles et de nouveaux collèges. C'est jamais possible. Donc on a une tension de logement. Et ça, clairement, c'est un droit de préemption qui n'est pas appliqué correctement. Il y a deux choses. Il y a quelque chose de très concret, c'est que vous avez un peu d'avance au niveau des temps de parole. Deuxième chose, vous avez porté des accusations contre la politique de la ville de Nice. C'est normal, on est en plein cœur de Nice. Greg Monetti, vous êtes adjoint au maire de Nice. Donc là, je vous laisse l'occasion de répondre. Je crois... Il y avait plusieurs points qui étaient évoqués, notamment en matière de loi SRU. Je ne sais plus par lequel commencer. Non, mais on a un peu de temps, allez-y. Mais j'ai l'impression, M. Salerno, je vous le dis un peu comme je le pense, que vous avez un problème avec les riches, ou avec les chefs d'entreprise, ou avec ceux qui gagnent bien leur vie, ou avec ceux qui... Pardon ? J'ai un problème avec les gens qui ne payent pas leur part. Oui, mais l'évasion fiscale, vous savez combien ça représente en France ? Vous en avez une idée? Écoutez, est-ce que vous avez une idée? Non, mais parce que vous jetez l'eau propre sur des milliers et des milliers de Niçoises et de Niçois et de gens. Et sachez une chose, M. Salerno, il y a plein de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans ce pays, qui sont des chefs d'entreprise. Laissez-moi le bout, je vous ai écouté, vous avez du temps de parole en avance. Qui ont des belles histoires à raconter, qui ont pris des risques, qui créent de la richesse, qui partagent de la valeur et qui tous les jours font vivre l'économie française. Vous savez que chaque jour, 10 euros, c'est 6 euros de l'État et 4 euros du secteur privé. Et donc ces personnes sur lesquelles vous jetez l'opprobre, l'accusation, le doute, toute la journée, eh bien je peux vous assurer qu'ils contribuent fortement, Monsieur Salerno, à la construction de nos écoles, à la qualité de nos services publics, à la défense d'un modèle citoyen, laïque et républicain qui tient encore un peu la route dans ce pays. Alors oui, il faut progresser, oui, il y a des améliorations à faire, mais arrêtez de diviser les gens, arrêtez de les instrumentaliser, de vouloir les séparer, de toujours opposer les pauvres, les riches. Ça n'a ni queue ni tête. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais vous le dire comme je le pense, le grand problème de notre époque, c'est cette division dans une ville comme Nice qui a tellement vécu ensemble. On a partagé les mêmes écoles, les mêmes cantines, les mêmes bistrots. Et je crois que la première mesure concrète est déjà de nous unir plutôt que de nous diviser. Et c'est peut-être ça le début d'une transformation profonde pour la France et pour la France qu'on aime. J'habite un quartier où il y a un réel problème d'accueil dans les écoles. Mais je ne neglige pas. Très bien. Je vais vous dire un truc. Je ne vois pas beaucoup dans les écoles de mes enfants. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui sont en grande fortune. D'accord? Donc, je veux bien, moi, entendre le monde parfait que vous êtes en train de nous dépeindre avec les gens très riches et les gens très pauvres qui vivent les uns à côté des autres. Sauf que ça, c'est pas la réalité. Moi, ma réalité, j'ai bien précisé tout à l'heure que les patrons de TPE-PME, ils allaient payer moins d'impôts, contrairement aux grandes fortunes. Je pense qu'on est assez clair là-dessus. Vous avez beaucoup d'avance, Olivier Salerno. Mais j'ai pas de difficulté à ce que vous exprimiez votre point de vue. Je le respecte, je le comprends, je connais très bien la place Saint-Roch. Vous savez, j'ai une grande partie de ma famille qui habite depuis des générations et des générations. Mais je vous dis qu'il faut prendre la ville dans son ensemble. On ne peut pas faire des échantillonnages. Non, et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour réussir. Vous savez, je suis l'adjoint maire à l'événementiel. Lorsqu'on fait venir la Coupe du Monde de rugby à Nice, eh bien, ces fameux hôtels de luxe qu'on sent que vous appréciez que très moyennement, ils permettent de générer 125 millions d'euros de retour sur investissement. 125 millions d'euros qui vont dans nos commerces,
dans nos restaurants, dans nos bistrots, dans nos cafés, qui font qu'aujourd'hui, Nice arrive à grandir et à se transformer. C'est l'exemple typique de la Bourgada et l'extension de cette coulée verte, aussi grâce à notre attractivité internationale, notre sens de l'accueil. Le macronisme a prouvé que le ruissellement n'existe pas. Mais le macronisme a prouvé que le ruissellement n'existe pas ne veut rien dire, monsieur Salerno. Ça veut dire rien que dans dire. Une ville où je vous parle en enfant de Nice, et où il y a beaucoup de pauvres, ça prouve que ça n'existe pas. Ne dites pas n'importe quoi. Votre démonstration est peut-être intéressante sur le plan philosophique, mais elle n'a aucune crédibilité, je vous le dis franchement, sur le plan de la politique publique. Merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Le débat est terminé. On a essayé de vous faire parler à peu près à niveau égal et d'examiner les enjeux de cette première circonscription.